Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, c'est toujours un podcast audio, mais aussi vidéo, si tu vas aller voir sur la chaîne YouTube. Florent Pontier, et si tu me découvres sur YouTube, bah, salut. On va faire aujourd'hui le bilan mensuel de mes investissements sur juin 2025. J'aime bien faire le bilan et te donner un petit peu bah, mes péripéties, de nouveau rentier. Donc l'idée, c'est que tu découvres comme ça en toute transparence, bah, mes performances d'investissement du dernier mois. Pour ma part, ça fait 6 ans, que j'ai dit au revoir à mon patron et que j'ai quitté mon boulot d'ingénieur en mécanique qui était plutôt bien payé en région parisienne et je suis heureux de l'avoir fait. C'est une des meilleures décisions de ma vie, je pense. Voilà, donc on va voir aussi, bah, comment toi tu peux appliquer, ces concepts, comment pour obtenir éventuellement la liberté, financière. Ça dépend bien sûr, bah, de ta motivation, mais aussi, de combien tu vas pouvoir, épargner, tous les mois et cetera. On va revenir là-dessus. Première chose, je voudrais faire juste un petit rappel sur mon parcours, ça fait pas de mal. Donc en 2010-2011, c'est vraiment mes premiers pas d'investisseur en bourse. Ça fait 15 ans maintenant. En 2018-2019, je crée la méthode RSR, avant tout pour moi. Et puis, je me rends compte que des gens qui me suivent, de mon entourage, etc., sont potentiellement intéressés par cette méthode d'investissement en bourse. En parallèle de la bourse, entre 2016 et 2019, je me constitue un portefeuille immobilier en Normandie avec plus de 700 000 € empruntés grâce à mon CDI. C'était des conditions aussi à l'époque qui étaient un petit peu plus faciles, je pense, qu'aujourd'hui, dans le sens où on avait besoin de mettre moins d'apports dans les projets, puisque, si on fait, la totalité des apports que j'ai fait sur ces projets, je pense qu'on est autour de 20 000 € pour emprunter 700 000 €. Donc tu vois qu'on n'est pas sur des grosses sommes par rapport au montant emprunté. Mars 2019, qui est ma grosse, date personnelle, je quitte mon boulot, j'obtiens l'indépendance financière dans le sens on a tous une définition différente de cette indépendance financière, mais moi, mon objectif, c'était de payer mes charges fixes. Donc c'était le cas à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que mes investissements en bourse et en immobilier me payent l'équivalent d'un bon salaire de cadre, ingénieur et je n'ai pas besoin de travailler plus ou moins pour obtenir, ce salaire contrairement au avant où j'étais tout le temps sur la route, au moins 60 heures par semaine et aujourd'hui je fais ça en beaucoup, beaucoup moins d'heures de travail. 2019-2025, donc c'est quand en ce moment 6 ans de liberté et d'optimisation de mon patrimoine et aujourd'hui aussi je suis content parce que j'ai réussi à accompagner plus de 150 personnes, depuis la création de la méthode RSR à l'application justement, bah, de cette méthode, donc c'est vraiment, un beau parcours aussi entrepreneurial pour ma part. Si on revient sur la méthode RSR justement, on a fait une petite pause en juin encore. Faut savoir que la méthode RSR, on n'est pas tout le temps sur le marché. Il y a des phases où, on va avoir un signal de sortie, ce qui était le cas fin février, 2025 avec un très bon timing de sortie par rapport aux variations des marchés entre février, et juin 2025. Du coup, mars, avril, mai, juin 2025, on n'est plus sur les marchés sur la partie action et du coup, on a 0 de performance. On se protège contre les baisses potentielles et les chahutages du marché. Ce qui nous amène à une performance 2025 de -7,46 pour la méthode RSR, contre le Nasdaq qui reprend, qui est un des meilleurs indices du monde auquel je me compare et qui fait plus maintenant, plus 5,49 en 2025. Donc je suis un petit peu en dessous du Nasdaq, mais on est sur de l'investissement long terme, donc il faut toujours comparer sur des longues périodes et sur des longues périodes, la méthode RSR joue largement son rôle puisqu'on est à 23,5 annualisé sur les 26 dernières années contre 8,8 pour le Nasdaq et surtout on est à fois 4,5 en 5 ans. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça veut dire que
Je prends un exemple simple, tu avais mis 10 000 euros, tu as 45 000 euros aujourd'hui en 5 ans, alors que le Nasdaq sur la même période fait fois 2,1. Donc tu vois que la méthode RSR joue bien son rôle, on se protège des crises, on explose les hausses et on fait un beau parcours de performance ainsi que toutes les personnes que j'ai accompagnées jusque-là. On va parler aussi un petit peu crypto. Donc il y a des nouveaux plus hauts sur le marché de la crypto. Pour moi, cette année est en baisse. Je rigole parce que, en fait, en vrai, c'est pas marrant, mais je rigole de mes erreurs parce que, en fait, j'avais un schéma tout tracé sur l'aspect crypto et je sais pas pourquoi, sur la crypto, contrairement à la bourse, hein, bon, heureusement, la crypto représente pas un gros pourcentage de mon patrimoine, mais quand même, c'est dommage parce que j'avais une feuille de route sur la crypto que j'ai commencé en 2020 et en 2023-2024, j'ai fait un petit peu des mauvaises décisions, même si j'ai fait des très bonnes performances, hein. 2023, on était à plus 125 et 2024, on est à plus 84 moins 19,5 cette année. Mais j'ai pris conscience de mes erreurs. Je suis en train de progressivement faire des arbitrages, c'est-à-dire faire un arbitrage, c'est vendre à droite pour acheter à gauche. Donc, je suis en train de redresser tout ça pour recoller plus aux performances du Bitcoin avec une petite marge supplémentaire pour des investissements un petit peu plus marginaux, on va dire. Mais l'idée, c'est quand même de recoller à la performance du Bitcoin qui a une très bonne performance sur le marché des crypto-monnaies jusque-là, qui est très stable. Et donc, on arrive bien à anticiper les mouvements, voir un petit peu ce qui va se passer sur les Bitcoins. Et du coup, des fois, faut pas trop se disperser, quoi. En fait, je suis parti un petit peu dans tous les sens sur la crypto, alors qu'en fait, ce qui marche en crypto, c'est ce qui marche déjà et ce que j'applique déjà en bourse. Donc, autant appliquer mes 15 années d'expérience sur la partie crypto et arrêter de partir dans tous les sens. Donc, voilà, nouveau plus haut quand même symbolique pour le Bitcoin. Donc, je tourne cette vidéo on est déjà mi-juillet. Donc le plus haut a eu lieu en fait, début juillet. Si on avait regardé fin juin, on était encore un petit peu dans la borne haute, mais aujourd'hui, on a vraiment dépassé ce plus haut. On a fait un plus haut symbolique à 123 199 $ pour un bitcoin. Ça veut dire, tu n'es pas obligé d'avoir 123 000 $ sur ton compte pour acheter du bitcoin. Tu peux acheter des bitcoins jusqu'à 7 points après la virgule. Donc, tu peux acheter une fraction de bitcoin qui équivaut à même 10 $ sans problème, 10 euros. Donc, te limite pas par rapport. Je sais que quand on débute, on a tendance à mettre beaucoup de crédit à des choses qui ont beaucoup de valeur. Mais en fait, c'est pas ça qui fait que tu vas faire de la performance, c'est la variation de cette valeur. Un truc peut valoir 123 000 $. S'il en vaut 60 000 $ 3 mois plus tard, en fait, tu as perdu 50 de sa valeur. C'est ça qu'on regarde et c'est ça qui t'amène de la performance en bourse. C'est la variation en pourcentage. C'est pas la valeur de ton action. Ou je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent du LVMH parce que ça vaut cher, parce que c'est le luxe. Mais c'est pas forcément un gage de rendement sur le long terme. Du coup, ma stratégie globale reste inchangée dans le sens où on retourne sur ma première stratégie globale avec presque toute l'entièreté de ce que je mets en crypto sur ma propre méthode d'investissement qui s'appelle la méthode CLT, c'est-à-dire crypto long terme. Donc, je reste plutôt serein et fidèle à mon plan d'investissement sur cette poche-là. C'est pas une méthode très compliquée, il y a juste quelques concepts à maîtriser, mais je suis content parce avec cette méthode, en tout cas, on surperforme très légèrement le Bitcoin et du coup, c'est là-dessus que je vais me recentrer, sur les mois et probablement les années à venir parce que je te l'ai dit, ça sert à rien de se disperser dans tous les sens. Performance réelle en bourse plus crypto de 2019 à 2025. Donc là, je te retrace un petit peu mes performances. Donc, grosso modo, donc 2019, 13,3 %, 2020, 68,9 % de hausse, 2021, 89,9 % de hausse, 2022, moins 49,5 %, 2023, 90,3 %, 2024, 73,6 % et là, 2025, on est à moins 13 %.
Donc on est, quand même sur des grosses performances quand ça monte et on arrive à bien limiter les phases un peu de chute et de baisse. Donc je suis assez content de mon portefeuille. On est vraiment sur des gros chiffres. Mon approche, en fait, de l'investissement en bourse, c'est que j'ai une stratégie qui est toujours à long terme. C'est-à-dire que long terme en bourse, c'est 5 à 10 ans minimum. Ça sert à rien d'essayer de faire des coups sur la prochaine année ou même des fois, j'ai des gens en appel, des personnes en appel téléphonique qui me disent: «Oui, moi, j'ai fait telle performance en 2 mois». OK, mais 2 mois en bourse, c'est très, très court. C'est pas du tout représentatif de ce que tu seras capable de faire sur les 5 ou 10 prochaines années de ta vie. Donc attention à ça. Quand le marché est plutôt haussier comme en ce moment, on a l'impression qu'on est un peu le roi du monde et qu'on va tout défoncer. Malheureusement, c'est pendant les phases de crise que c'est assez révélateur, de savoir si ta stratégie est une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie. Donc moi, je te conseille de pas forcément perdre de temps avec ça, d'essayer directement de t'informer, de te former pour avoir les bonnes stratégies dès le début. Ça te fera gagner énormément de temps et énormément forcément d'argent, puisqu'en bourse, le temps est réellement de l'argent. Les intérêts composés, c'est des trucs qui travaillent pour toi chaque année. Donc, une année loupée, c'est une année d'intérêts composés loupés et après, sur le long terme, ça fait des grosses différences, dans ton patrimoine. Donc fais attention à ça. Moi, pour ma part, je fais donc long terme, DCA mensuel. Donc DCA, c'est dollar cost averaging, c'est ce qu'on met, de côté tous les mois. Donc moi, je fais un investissement régulier qui va être entre 100 € et 1 000 €, si on ajoute le pro et le perso. Parce qu'aujourd'hui, je t'en reparlerai, mais ma boîte me permet aussi d'investir. Donc ça, c'est très cool. Je suis assez content de ce résultat. C'est pas forcément hyper simple à mettre en place, mais aujourd'hui, j'ai réussi. Donc ça, c'est hyper sympa. Et puis, l'objectif à terme, c'est comme je te l'ai dit avant, j'ai quand même encore pas mal d'immobilier. Donc, l'objectif est d'être vraiment sur un patrimoine, je dirais moitié-moitié, c'est-à-dire moitié bourse, moitié immobilier, dans le sens où l'immobilier, c'est vraiment du crédit. C'est du crédit qui se rembourse, donc il y a des crédits, forcément, ça fait déjà, presque 10 ans que je les ai. Puis il y a d'autres crédits qui sont plus récents. Donc à terme, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est pour ça que j'arbitre aussi, dans l'immobilier. Pas que par rapport à cette diversification, mais parce que l'immobilier, ça me saoule un peu aussi, pour être honnête et je vais t'en reparler, juste après. Donc voilà et puis, mon approche d'investissement en bourse aussi, donc pour moi actuellement, c'est méthode RSR pour les actions à 70 et méthode CLT pour la crypto à 30. C'est vraiment, une allocation assez, voire très agressive, mais qui est maîtrisée, c'est une répartition. Moi, je fais des répartitions dynamiques à l'année. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, je regarde un peu ce qui s'est passé et j'ajuste potentiellement mes pourcentages. Donc là, c'est, une répartition que je vais encore adopter probablement, les 6 prochains mois. Donc, je suis à l'aise avec ça. Après, en 2026, est-ce que je serai encore sur cette répartition? Ça va dépendre un peu de ce qui se passe sur les marchés. Mon parc immobilier, justement, on peut en parler. Immeuble mix, dans le sens où j'ai 6 appartements dans l'immeuble. Il y en a 4 qui sont en location Airbnb et il y en a 2 qui sont en location longue durée. On a une maison avec ma compagne qui est en Normandie. On fait de la location saisonnière. C'est un usage et le but aussi, c'est d'avoir une maison secondaire gratuite. Donc avec de l'autofinancement par la location saisonnière. Donc l'idée, c'est de rembourser un crédit sans mettre de sa poche. Et enfin, j'ai une maison en colocation qui est en vente actuellement, que j'ai achetée en 2016 avec un cash flow positif mensuel entre 700 et 1 000 € par mois qui tombe après remboursement, des charges, du capital à la banque et cetera. Donc on est vraiment sur une très bonne opération. C'est pour ça que je la vends assez cher et c'est pour ça que je suis pas pressé de la vendre. J'attends l'acheteur qui me l'achètera au prix auquel je prétends la vendre. Les galères du mois en IMO. Justement, c'est ce qui me donne à chaque fois, à la fin de chaque mois, envie de tout vendre. Je pourrais faire même des chroniques. Je pense que je pourrais écrire un livre sur toutes les galères que j'ai pu avoir dans l'IMO. On va commencer par le pire truc. Alors ça, c'est incroyable, mais fais-moi confiance, c'est totalement vrai, même moi, j'y crois pas. Un matin, en fait, j'ai un appel, de Veolia qui gère la distribution de l'eau
dans la commune où j'ai l'immeuble et le technicien m'appelle et me dit: «Bon, on a eu une alerte, on pense qu'il y a une grosse fuite d'eau chez vous. Ça serait bien d'aller voir, parce que, ben, il y a vraiment des niveaux assez critiques». Donc bon, moi le problème c'est que je suis en région parisienne, donc je suis à 2 heures, à 1 heure et demie de route. J'ai un peu la flemme de faire la route, donc j'appelle ma gestionnaire qui gère les Airbnb. Manque de peau, elle est en opération ou en convalescence, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, elle est pas dispo. Heureusement, elle arrive à faire venir une de ses collègues et là, la collègue m'appelle, elle me dit: «Bon, bah, il y a une cascade d'eau dans votre appartement au rez-de-chaussée». Donc l'appartement au rez-de-chaussée, c'est un appartement que j'avais refait, en 2019, qui est donc relativement récent, dans lequel j'ai vécu aussi, donc je le connais bien et je me dis: «Bon, bah, cascade d'eau au plafond dans l'entrée, ça vient soit c'est une canalisation dans le plafond parce que ça raccordait la salle de bain juste après». Je me dis: «Soit c'est la canalisation qui raccorde la salle de bain qui est HS, soit ça vient de ma locataire du dessus qui est une location longue durée». Donc j'appelle la locataire du dessus. Non, d'abord, je coupe l'eau de l'appart, enfin, je fais couper l'eau de l'appart, ça continue de couler, donc je me dis: «Bon, bah, ça vient pas de l'appart, ça vient de l'appart d'au-dessus». Je fais couper le général de l'immeuble. Là, la fuite d'eau commence à s'arrêter, progressivement, donc bon, j'en déduis que c'est probablement, l'appartement du dessus. Donc j'appelle ma locataire et elle me dit: «Bon, bah, je suis à Marseille, je vais voir pour vous envoyer quelqu'un, sous 3 4 jours». Heu, j'ai dit: «Non, mais en fait, on peut pas attendre 3 4 jours, il faut vraiment envoyer quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a un double?» et cetera. Parce que nous, en tant que propriétaire, on n'est pas censé garder des doubles. Et elle me dit: «Oui, bah, j'ai mon conjoint qui est pas loin, il va essayer de venir d'ici 3 quarts d'heure». Et là où c'est incroyable et je suis pas allé vérifier, mais je vois pas ce que ça peut être d'autre et je pense qu'ils sont honnêtes vis-à-vis de moi, les locataires. Ils m'ont dit que en fait, c'était au niveau de la douche. Je sais pas si tu vois, en fait, les bacs en plastique qu'on peut fixer avec des ventouses, pour mettre le gel douche et tout. Donc ils avaient mis ça dans la douche, le truc est tombé, s'est cassé la figure. Il a ouvert le robinet de la douche s'est bouchée, s'est mis à déborder et du coup ça allait direct, dans l'appart en dessous, quoi. Donc ça a fui à la fois par les escaliers de la partie commune, donc j'ai un dégât des eaux du coup en cours sur les parties communes et puis un dégât des eaux avec l'appart qui est en location saisonnière où, là je te conseille aussi d'avoir toujours une assurance parce que, bah, c'est important dans ce genre de situation. Donc voilà, le fin mot de l'histoire, c'est que c'était, un truc de douche qui est tombé, le truc improbable, mais le truc qui te fait, qui te ruine du temps, de l'énergie, parce que là, l'appart, bon, c'est que l'entrée, mais il y a tout à refaire dans l'entrée. Le sol est foutu, le plafond, il est foutu, la cage d'escalier est foutue, c'est en train de moisir parce que du coup, bah, faut que ça éponge, hein, l'eau, elle s'en va pas comme ça, donc ça prend un peu de temps. En attendant, bah, la location saisonnière, on a fait un gros nettoyage, mais ça se voit qu'il y a eu un dégât des eaux, donc est-ce qu'on va pas avoir des mauvaises notes? Voilà, enfin, il y a tout un tas de conséquences, qui sont assez lourdes pour une négligence qui est quand même de quand on part, et là, je l'ai redit à la locataire, quand on part comme ça longtemps, il faut fermer l'eau. Il faut pas laisser l'eau ouverte, faut vraiment fermer l'eau, quoi. Et voilà, mais le problème, c'est que je peux rien faire. Enfin, c'est un dégât des eaux, donc c'est l'assurance, je vais payer une franchise, ça se trouve son appartement qui était refait à neuf, il a été aussi un petit peu abîmé, c'est presque sûr, donc voilà et ça on peut rien y faire. Ça fait partie de la vie de l'IMO. Donc ça, c'est vraiment l'histoire incroyable, mais vraie, voilà, donc là, c'est en cours de résolution. Alors après, ma locataire, elle a mis 1 mois à m'envoyer parce que dans ce cas-là, faut remplir un constat, un peu comme les voitures des 2 parties. Ma locataire, elle a mis 1 mois à me renvoyer le papier qui en plus a été mal rempli, donc j'ai dû le re-remplir. Enfin bref, ça me saoule. Je peux pas le dire autrement, l'immobilier me saoule, j'en ai marre d'avoir ce genre de galère, je vais vraiment reconsidérer, voire potentiellement vendre.
Je sais pas encore, justement, ça fait partie des réflexions. D'un autre côté, j'ai des locataires longue durée dans cet immeuble et c'est vrai que sur la location longue durée, alors à part cette histoire un peu de négligence, mais j'en entends beaucoup moins parler. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce que les locataires longue durée, ils vont avoir tendance aussi à pas forcément communiquer les problèmes dans les appartements, alors que là, en location saisonnière, bah, forcément, je suis toujours au courant quand il y a le moindre souci parce que j'ai ma gestionnaire qui est toutes les semaines dans l'immeuble. Donc ça apporte quand même de la sérénité aussi, vis-à-vis de ça. Donc à voir, peut-être remettre en longue durée, déléguer, entièrement la gestion, à une agence, je sais pas. Je suis en point d'interrogation là-dessus, mais c'est vrai que ça commence très très sérieusement à me saouler, tout ça et ça me prend du temps, de l'énergie, sachant que, bah, en bourse et puis en entrepreneuriat, je gagne quand même beaucoup plus d'argent sans toutes ces emmerdes, en fait et ça me fait plaisir d'investir en bourse, ça me fait plaisir d'accompagner des gens, de transformer leur futur, leur vie, la vie de leurs enfants potentiellement. Alors que l'immobilier, bon, oui, on loue un toit à quelqu'un, mais en vrai, en réalité, on gère que des problèmes. Et ça vraiment, ça commence à me saouler. Toi, alors l'idée, c'est pas de te décourager de faire de l'immobilier, c'est juste que moi, ça fait 9 ans que j'en fais et aujourd'hui, j'ai d'autres priorités. Peut-être que si j'avais pas la bourse et si j'avais pas, mon business, peut-être que, je te dirais absolument pas la même chose. Donc je te laisse te faire ton propre avis aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, c'est en train de partir du mauvais côté, je pense. Donc, bah, l'avantage, voilà, moi, j'ai eu une locataire longue durée qui est partie. L'avantage en nu, c'est qu'on a 3 mois de préavis. Du coup, bah, tu as 3 mois pour trouver quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai mis quelqu'un d'autre en place avant la fin de la période du préavis, en accord avec la locataire qui partait et on a eu un turnover de 2 heures. Donc c'est vrai que ça se goupille plutôt pas mal. L'agent, en plus, est très volontaire, très très bien, quoi. Je j'ai rien à redire. Donc je suis assez content, de cette partie-là. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, gros problème aussi, toujours dans l'immeuble, réducteur de pression. Alors je sais pas si tu connais ça? Si tu connais pas, ça peut peut-être te servir parce que moi je connaissais pas forcément. Je sais qu'à l'époque, quand on a fait les travaux, en 2018, dans l'immeuble, on avait rajouté sous les conseils de l'artisan, un réducteur de pression. Donc ça permet vraiment de réguler la pression dans toutes les canalisations juste après le compteur du général de l'immeuble. Manque de peau, ce que je ne savais pas, c'est que ce genre de réducteur de pression, bah, ça tombe à HS de temps en temps. Bon là, il a quoi? Il avait 7 ans. Je sais pas quelle est la durée de vie honnêtement de ce genre de dispositif. Toujours est-il qu'il est devenu HS et le problème d'un réducteur de pression qui devient HS, c'est que ça remet de la pression par définition dans les canalisations d'eau froide et où elle sort cette pression? Et bah, au niveau des chauffe-eau. Donc, en fait, quand tu as trop de pression dans un circuit d'eau froide, souvent, c'est le robinet de sécurité du chauffe-eau qui se met à fuir. Donc du coup, tu remplaces tes robinets de sécurité en pensant qu'ils sont HS, mais en fait, c'était le réducteur de pression qui était HS. Bon, j'en ai remplacé qu'un pour comprendre ça, mais parce que tout simplement, j'en ai mis un nouveau, par le plombier et ça fuyait toujours. Donc robinet neuf, ça fuit toujours. Il m'a dit: «Bah, on va aller voir du côté du réducteur de pression». Donc là, on l'a fait changer aussi. C'est des petites opérations, on peut croire que c'est cher, hein, mais un réducteur de pression, c'est 40 ou 50 € je crois, facturé par le plombier, hein, donc il doit le toucher un peu moins cher que ça. Donc on est vraiment sur des budgets plombiers entre 100 et 150 €, quoi. Donc on n'est pas sur des gros budgets. Par contre, du coup, fuite des chauffe-eau, donc c'est la facture d'eau qui va en prendre un petit coup aussi, parce qu'on a mis du temps à s'en rendre compte, tout simplement. Parce que les gens, ne regardent pas le chauffe-eau, en fait. Quand tu vas visiter un appart ou même en tant que locataire ou même en tant que voyageur, tu vas pas te mettre à regarder ton robinet de sécurité de chauffe-eau. Donc si personne te le dit, bah, en fait, ça peut durer pendant des mois et tu as une fuite et tu te rends même pas compte, quoi. Donc voilà, encore une galère. Moi, j'ai que des galères d'eau. J'ai un autre dégât des eaux dans la coloc qui est en cours de résolution. Alors lui, il est plutôt à mon avantage dans le sens où il va me permettre de refaire une bonne partie
des parties communes, donc c'est un moindre mal, mais c'est du temps et de l'énergie. Donc c'est là-dessus où j'en ai un petit peu marre, même si forcément mes locataires me remboursent le capital et voire plus, selon les mois et du coup, bah, on peut pas je vais pas me plaindre, tu vois? Mais c'est une histoire de priorité, donc voilà. Autre galère, petite toilette à revisser qui est en train de se dévisser, se solidariser du sol. Et une dernière question que je me pose en ce moment, parce que tu le sais peut-être, il y a des budgets, les lois de finances et cetera qui sont en pleine négociation. Il y a des trucs qui sont sortis sur le nu, comme quoi ils remettraient peut-être de l'abattement sur le nu. En fait, le nu pourrait redevenir un peu le côté intéressant de l'IMO. Donc moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi pas remettre tous ces biens-là de l'immeuble en nu. Je les remets en gestion locative auprès d'une agence compétente et j'en entends plus parler, tout simplement. Peut-être que je gagnerais un tout petit peu moins d'argent et encore, je suis pas sûr, mais surtout, j'en entends plus parler. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal à voir avec, le temps si voilà, c'est en fait, en IMO, faut jamais prendre de décision impulsive à mon sens. Il faut toujours, constater, réfléchir. Moi, des fois, je réfléchis peut-être un peu trop, mais je préfère avoir quelques mois de recul et prendre des décisions parce que derrière, c'est impactant. C'est-à-dire, bah, si je passe du saisonnier au nu, bah, il y a des petites choses à refaire dans l'appart, il faut que je retourne là-bas, que je fasse quelques devis. J'ai des fenêtres à changer notamment, où ça passe en saisonnier, mais en nu, ça passera pas. Donc voilà, il y a tout un tas de conséquences qu'il faut mesurer et puis après, c'est les chiffres qui parlent. C'est-à-dire que moi, 2024, c'était encore intéressant de louer en saisonnier. Mais là, 2025, je sais pas pour toi si tu fais du saisonnier, mais moi, l'année n'est pas une année extrêmement intéressante, dans le sens où j'ai l'impression que je gagnerais plus d'argent en louant, à des locataires longue durée que du saisonnier. Pourquoi? Parce que les charges augmentent. C'est-à-dire que la taxe foncière, elle monte tous les ans. La CFE, elle monte tous les ans. L'électricité, le gaz, tout ça, ça monte. Les box, ça monte. Enfin, il y a tout qui monte. Et puis, d'un autre côté, il y a de plus en plus de Airbnb. Donc, en fait, les prix à la nuitée, tu peux pas non plus faire des trucs de fou. Donc, je pense que ceux qui tirent leur épingle du jeu dans le saisonnier, c'est vraiment des gens qui ont des biens qui sont très bien placés ou avec un concept, une très belle déco, où on fait un peu plus du luxe, hem, ce qui nous permet de louer plus cher la nuitée. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait en Normandie. On a mis un beau standing, ce qui fait qu'on peut louer assez cher la nuitée et du coup, on s'en sort très bien de ce côté-là. Donc à voir, alors que l'immeuble, c'est pas en centre-ville et du coup, ça va être des petits tarifs à la nuitée. Donc à voir ce qu'on va faire, ce que je vais faire par rapport à ça. Si on regarde la performance globale de mon patrimoine, moi, mon objectif, c'est d'avoir un rendement optimal, de stabiliser financièrement, bah, pour avoir mes charges fixes qui sont payées tous les mois. Donc je t'en ai parlé, équilibre à terme. Après, revente de certains biens, c'est probablement d'avoir du 50 en bourse, 50 immobilier. Ma performance historique depuis 2011 sur tout mon patrimoine, elle est de 26,1 par an et encore, je prends pas le cash flow, positif de l'immobilier, je prends juste le remboursement de capital et cette année, c'est pas une excellente année, je suis à -4,8 pour l'instant. Il reste 6 mois, je suis assez confiant, pourquoi pas repasser dans le positif à la fin de l'année 2025. On verra, je te conseille de t'abonner et de suivre, mes péripéties mensuelles, comme ça tu sauras si, finalement en 2025 je sors la tête, positive ou négative. En tout cas, je suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Je sais que la bourse et l'économie, c'est des cycles, voilà et on verra un petit peu ce qui se passe, sur les 6 prochains mois. Le drawdown maximum, qui est le risque max que j'ai pris sur mon portefeuille pour le moment depuis 2011, il est de -13. Donc tu vois qu'on est sur un risque qui est très, très maîtrisé malgré, les crises que j'ai pu avoir. C'est-à-dire qu'on a une rentabilité annualisée qui est 2 fois plus élevée que le drawdown max. Donc ça, c'est des très bons ratios, risque, reward. Donc je suis très satisfait de ça. Et puis j'ai toujours un rendement infini, ce qui est pour moi la définition d'un rentier. C'est-à-dire que j'ai retiré plus d'argent de mon patrimoine que j'en ai rajouté dans mon patrimoine.
Donc mon patrimoine me rémunère, de manière infinie aujourd'hui, dans le sens où je peux sortir de l'argent tous les mois et préserver mon capital et moi, ce que je fais, c'est que je sors de temps en temps quand j'ai besoin, mais mon patrimoine continue, lui, de grossir, parce que je vise d'autres niveaux et d'autres montants de patrimoine. Ce que je voulais te dire aussi et parler avec toi, c'est, investir en bourse via une société. Donc ça y est, la dernière fois, je te disais test en cours. Là, j'ai réussi mon test dans le sens où, j'ai ouvert le compte sur la plateforme, j'ai viré les fonds, j'ai testé l'achat des actions. Donc tout se passe bien, j'ai bien maîtrisé la plateforme et donc maintenant je peux ouvrir les vannes. Alors l'intérêt aussi de cette plateforme que j'utilise, c'est qu'on peut faire des fractions d'actions, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Après, c'est un peu moins sexy en interface, mais c'est un des seuls aussi qui permet d'ouvrir, les comptes en ligne. Il y a beaucoup de On peut ouvrir des comptes, pour les sociétés, mais c'est souvent beaucoup de paperasse. Donc là, la paperasse est en ligne. C'est quand même assez lourd dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, je passerais 1 heure et demie à ouvrir le compte. Donc c'est pas non plus un temps extrêmement long, mais il faut le prendre. D'ailleurs, j'ai accompagné, la première personne là, Seb, si tu écoutes ce podcast, et on a passé un peu de temps pour ouvrir ces comptes, ensemble, puisque pour moi, il y a pas photo quand tu as une boîte, d'investir avec ta boîte, ça reste quand même assez avantageux, notamment en fiscalité française, puisque tu optimises en fait la trésorerie de ton entreprise. Tu passes pas par la case URSSAF puisque tu sors pas l'argent de la boîte ou, tu payes pas de charges patronales si tu es en SAS ou en SASU. D'ailleurs, ça s'adresse pour tout type de société, donc ça peut être de l'auto-entreprise, de la SARL, de l'EURL, de la SAS, SASU, et cetera et je pense que c'est particulièrement adapté aux solopreneurs, c'est-à-dire aux personnes qui ont une boîte, dans laquelle ils détiennent 100 des fonds. Si tu as des stratégies avec des SCI et des holdings, bah, ça peut être la holding qui investit aussi. Voilà, pour moi, c'est vraiment un pan qui est peut-être trop négligé en France et sur lequel on peut faire vraiment des choses assez intéressantes. Parce que si tu investis une partie de tes bénéfices pour, préparer la retraite de ta boîte, bah, pour moi, c'est plus que juste investir en bourse. C'est une garantie supplémentaire d'être prêt pour la retraite, sachant que notamment, quand tu cotises à l'URSSAF, tu pas une retraite de folie. Donc il faut vraiment prévoir ça, pour pas se retrouver, trop défavorisé au moment où tu décides d'arrêter de travailler, quoi. Donc moi, je suis serein par rapport à ça, dans le sens où j'ai un gros patrimoine aujourd'hui en termes d'immobilier et de bourse. Donc dans tous les cas, je sais que je suis déjà rentier et que je le resterai. Après, bah, autant profiter de la fiscalité avantageuse qu'on peut avoir, avec un investissement avec, une société. Donc voilà, si d'ailleurs ça t'intéresse, bah, va aller, sur méthodersr.com, m'envoyer un petit message, mettre un petit commentaire si tu sur YouTube. Je On pourra échanger pour voir si ce que tu peux faire avec ta société, en fait, tout simplement. En parlant de la méthode RSR, justement, pour moi, les gros avantages de cette méthode, c'est qu'on gère tout son patrimoine boursier en 30 minutes par mois seulement. On a une protection contre les baisses dans le sens où on sort du marché avant les gros crashs majeurs de ces, dernières décennies. Donc c'est-à-dire que ça nous protège de la crise de la bulle internet des années 2000, de la crise des subprimes en 2008, de la crise post-Covid en 2022 et on sort des chiffres qui sont quand même beaucoup plus intéressants que le marché en suivant le marché. Et c'est ça qui est beau, c'est on est principalement sur des ETF, donc on n'est pas sur des stratégies miracles où on va chercher des solutions avec des screeners, aller voir, telle ou telle société. On est vraiment sur un truc complètement passif, basé sur des ETF et du coup, c'est quand même une sérénité, qu'on n'a pas ailleurs, quoi. Enfin, je suis jamais été au je suis pas plus serein qu'avec la bourse, quoi. Il y a pas plus serein que ça contrairement à l'immobilier ou que enfin, tu compris, j'en ai marre. Bah, la bourse, tu mets, ce que tu dois mettre de côté ce mois-ci, tu l'investis, tu coches les cases et puis tu repars, pour un mois, quoi et pendant le mois, bah, tu en entends pas parler, en fait. Tu regardes pas. Bon, moi, je m'informe un peu de l'actualité, hein, mais c'est pas ça qui va décider de si j'investis ou pas, quoi. C'est vraiment mon fichier de gestion de patrimoine, qui décide pour moi.
Donc voilà, et ça, c'est historiquement 23,5% sur les 26 dernières années, 30% même sur les 10 dernières années et comme je te disais tout à l'heure, fois 4,5 sur les 5 dernières années. Donc on est vraiment sur des gros ratios et ça veut dire que pour moi, la retraite, elle est faite. Ça ouvre vraiment plein d'opportunités. Tu n'imagines même pas ce que ça peut apporter sur le long terme d'avoir une stratégie comme ça, sur la partie bourse. C'est accessible aux débutants, il y a pas besoin d'expertise financière parce que c'est un accompagnement qui est personnalisé avec moi et on met en place, en fait, ta stratégie ensemble, on la crée ensemble. C'est une stratégie qui doit te correspondre en termes de risque, en termes d'horizon de temps, en termes de capital et cetera. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. Le but, quand on bosse ensemble, c'est que tu aies ta propre stratégie qui soit créée, que tu puisses appliquer pour les 10 ou 20 prochaines années de ta vie et potentiellement transmettre cette information, ces connaissances à tes enfants. Et enfin, c'est compatible, sur tous les outils dans le sens où on peut l'utiliser cette méthode avec un compte titre ordinaire, donc un CTO, on peut l'utiliser avec un PEA, mais c'est aussi compatible avec une assurance vie. Donc on peut vraiment utiliser tous les outils qu'on a en bourse pour utiliser cette méthode RSR. Voilà, moi je te conseille du coup de commencer aussi ton chemin vers la liberté financière, si c'est pas le cas, éduque-toi financièrement, donc apprends les bases de l'investissement en bourse. Tu as ma formation qui est offerte dans le premier lien qui est dans la description de ce podcast, qui te permettra d'avoir une demi-heure consacrée à la bourse et de bien comprendre comment fonctionne la bourse et comment moi j'appréhende la bourse. Parce que, là, ça fait, tu vois, déjà une demi-heure que je parle ou même un peu plus. Mais, on a encore beaucoup de choses à dire sur la bourse. J'ai effleuré à peine le sujet. Donc si tu veux un concentré d'informations sur cette thématique, je t'invite vraiment à regarder cette formation offerte. Ensuite, il suffit de passer à l'action. Donc d'ouvrir les bons comptes avec la bonne fiscalité, de comprendre les ETF et comment moi ça m'a changé ma vie, de définir ta stratégie, de commencer avec des petits montants mensuels mais réguliers. Et puis la bourse, c'est 2 mots, 2 maîtres mots, c'est la patience, dans le sens où c'est un investissement long terme, c'est vraiment 5 ans minimum. Et c'est de la discipline, parce que c'est la mise en place d'une routine mensuelle que tu vas mettre en place dès maintenant et qui pourra te servir, comme je te disais, toute ta vie et toute la vie de tes enfants. Donc c'est vraiment de la discipline après ensuite. Voilà, écoute, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette, transparence te plaît, que tu as appris des choses dans ce podcast aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et bonne matinée, bon déjeuner, bonne soirée, bon sport, je ne sais quoi et je te souhaite, une très bonne journée, je l'ai déjà dit et surtout, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre les 5 étoiles sur, les plateformes d'écoute, donc Apple Podcasts, Spotify et cetera. À faire un like ou un commentaire, si tu es sur YouTube, t'abonner si tu es sur YouTube aussi, t'abonner si tu es sur le podcast pour ne rien rater des prochains épisodes et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.